Voyons maintenant un troisième indicateur, la valeur ajoutée. Cet indicateur répond en fait à une question importante. Lorsque des biens sont produits, lorsque des services sont produits, ou lorsque des marchandises sont vendues par une entreprise, quelle est la part que l'entreprise a elle-même créée, générée dans cette valeur, et quelle est celle qui provient de l'extérieur. On a déjà fait un peu une partie de ce travail. Pour cette valeur ajoutée, le départ va être de prendre la marge commerciale. En effet, la marge commerciale, c'est ce qui nous reste une fois que l'on a pris le chiffre d'affaires de nos marchandises vendues et qu'on lui a retranché le coût d'achat de ces mêmes marchandises. Le coût d'achat, l'intégralité vient de l'extérieur. Donc là, vous voyez bien qu'on a en fait la part que l'entreprise a ajoutée comme valeur à ce qui vient de l'extérieur. On va rajouter à ceci l'intégralité de la production de l'exercice et retrancher ce qui vient pour le coup de l'extérieur, ce que l'on appelle des consommations en provenance de tiers. Ces consommations en provenance de tiers, pour faire simple, c'est tout ce qui va générer de la facture. Ça peut être de la matière première, de l'énergie, des loyers, des locations diverses et variées, matériel de transport, location de véhicules, hôtellerie, restauration. Ça peut être aussi des honoraires, honoraires du cabinet d'expertise comptable, honoraires des avocats. Bref, ça peut être très très large. Si je reviens au cas Panimpli, eh bien nous avions une marge commerciale, vous la voyez, de 532 000. Une production de l'exercice qu'on avait calculée précédemment à un peu plus de 5,9 millions. À ces deux montants, nous allons donc retrancher les consommations qui proviennent de l'extérieur, de tiers. Dans le cas Panimpli, il y a eu de l'achat de matières premières. Il faudrait qu'on tienne compte, comme on l'a déjà vu lorsqu'on s'intéresse aux marchandises, de la variation éventuelle du stock de ces matières premières. Et puis on a également des autres achats et charges externes, termes un peu valise, où vous trouverez donc l'énergie, des honoraires, des frais de publicité, etc., etc. Ce qui nous donne, pour Panimpli, des achats de matières premières de l'ordre de 1,1 million, une variation de stock de moins 85 160, et cette fois-ci, vous voyez, c'est l'inverse de ce que l'on avait rencontré sur les marchandises, c'est-à-dire que pour 1 100 000 d'achats de matières premières, tout n'a pas été utilisé, consommé pour la production. On a une petite partie, 85 000, qui reste à la fin de l'exercice, qui rejoint les stocks pour l'année prochaine. Et ici, puisqu'on a la volonté de n'avoir que la valeur de ce qui a été concrètement utilisé durant l'année, on a retranché ces 85 000 aux achats de matières premières. Ce qui ne doit pas vraiment nous inquiéter, nous, en termes de travail, puisque si vous regardez le compte de résultat, eh bien, pour les marchandises, on avait déstocké, le signe plus avait été pris en compte. Pour les matières premières, au contraire, on avait stocké de la matière non utilisée, le signe moins apparaît dans le compte de résultat. Pour faire simple, on va suivre simplement les chiffres et le signe de ceci dans le compte de résultat. Et puis, il y a encore les autres charges et charges externes pour 1 148 000 et quelques. La valeur ajoutée pour Panimpli est donc de 4 317 363. J'en profite pour vous faire remarquer quelque chose. Vous pouvez peut-être vous dire, tous ces calculs, bon, c'est bien, mais chaque fois, il va falloir que j'apprenne tout par cœur pour retrouver exactement qu'est-ce que je prends dans tel calcul, etc. Je pense que la logique, là, doit surtout être utilisée. Faut bien se rappeler qu'est-ce que c'est que la production, etc. Mais je pense que là, c'est plutôt assez rationnel. Et puis surtout, regardez bien, prenez éventuellement un crayon papier ou un stabilo, et vous allez remarquer que maintenant que nous sommes au calcul de la valeur ajoutée,
eh bien nous avons pris les lignes, tant des produits que des charges, les unes après les autres. À aucun moment on a eu un blanc entre deux lignes. À aucun moment nous sommes descendus plutôt bas dans le compte de résultat pour faire nos premiers calculs. Cette logique, on va la retrouver tout le long de ces calculs de solde intermédiaire de gestion. Et donc, si vous faites vos calculs et que vous avez tout d'un coup besoin d'aller chercher ailleurs que dans la suite logique, c'est qu'il y a un problème. Je reviens à notre valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est un indicateur qui est très important. Je dirais presque que c'est l'indicateur important de l'approche du compte de résultat. Ceci pour plusieurs raisons que nous allons maintenant aborder. La première raison, c'est que la valeur ajoutée va nous permettre de calculer le degré d'intégration de l'entreprise. Je vous propose de regarder la formule, de faire le calcul, et je reviens sur la signification de celui-ci. Le calcul, c'est je prends la valeur ajoutée que je divise par la production de l'exercice auquel on a rajouté la marge commerciale. Pour pas d'impli, eh bien ça nous donne alors une valeur ajoutée de 4,3 millions divisée par les 532 000 plus les 5,9 millions respectivement de la marge et de la production. D'où un degré d'intégration de 60,4%. Alors, maintenant la signification de ce degré d'intégration. Eh bien, ce degré d'intégration nous permet de connaître quel est le poids, quelle est la part de l'entreprise dans le processus de création de la richesse. Plus on va avoir un degré d'intégration qui se rapproche des 100%, eh bien plus l'entreprise va être intégrée, plus elle fait par elle-même une part importante des différentes étapes d'obtention et de vente du produit. A l'inverse, plus le pourcentage va être faible, plus l'entreprise fait appel à des éléments provenant de l'extérieur, que ce soit de la matière ou des services. Voilà la signification de ce degré d'intégration. Particulièrement important parce qu'on peut penser qu'à un moment donné, dans un secteur d'activité donné, eh bien, on a toujours un degré d'intégration moyen, degré d'intégration vers lequel les entreprises vont tendre naturellement. Et que celles qui ont un degré plus élevé, voire bien plus élevé, sont des entreprises qui risquent bien d'avoir quelques difficultés. L'idée étant, c'est que là, on est face en fait à de l'externalisation d'activité. Je vais faire faire à d'autres ce que moi je ne sais pas faire à un coût inférieur. Et donc une entreprise qui s'acharnerait à faire elle-même un nombre important d'activités qui pourrait se faire faire de manière bien moins onéreuse par une entreprise sous-traitante est une entreprise qui risque d'avoir des difficultés à couvrir ses charges et donc avoir de la difficulté à peu rester bénéficiaire. Quelques exemples. Eh bien, je vous propose par exemple de réfléchir sur quel pourrait bien être le degré d'intégration d'entreprises comme le groupe Jean Casino ou Adecco ou Danone. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous allez peut-être être surpris. Oui, le groupe Casino, on est à 13%. En effet, en général, dans la grande distribution, si vous regardez de plus près, eh bien, il n'y a pas tellement de valeur qu'il rajoute à ce qui vient de l'extérieur. Faites un petit tour dans les rayons et vous apercevez que vous rencontrez beaucoup de produits de grandes marques. Les produits sont déjà achetés tout fait. Quand c'est de la marque distributeur, marque Casino, marque Carrefour, etc., eh bien en fait, la plupart du temps, ce sont des produits qui sont fabriqués chez un sous-traitant et sur lequel on va mettre le nom de l'entreprise de distribution. Donc pas de surprise, la grande distribution, degré d'intégration plutôt faible. Adecco, Adecco, là on est sur du service, on est sur du travail intérimaire. Le métier d'Adecco, eh bien, c'est de détacher
un personnel salarié d'Indeco chez un client pour une durée plus ou moins déterminée à l'avance. Résultat des courses, eh bien Adecco utilise entre guillemets une main d'œuvre qui est une main d'œuvre salariée, pas de facturation, c'est la main d'œuvre de l'entreprise. Et puis ces éléments provenant de l'extérieur, c'est de l'énergie, c'est du service informatique, c'est du conseil juridique, etc., etc. Mais finalement, Adecco, c'est 92% d'intégration. Les services sont traditionnellement à un niveau d'intégration plus élevé. Troisième exemple que je vous proposais, l'entreprise Danone. Danone, c'est des yaourts, c'est de l'agroalimentaire en général. C'est avant tout quand même de la transformation. Danone n'a pas de troupeau de vaches, donc le lait effectivement est acheté. Les pots de yaourt sont achetés. C'est la même chose pour les eaux minérales. Bouteilles, étiquettes, bouchons, beaucoup d'éléments viennent de l'extérieur, voire pour certains produits, beaucoup de sous-traitance. Le groupe Danone, eh bien on est à 24% de degré d'intégration. Je vous disais deux éléments importants avec la valeur ajoutée. Donc le premier, le degré d'intégration. Le deuxième élément important, eh bien c'est la répartition de cette valeur ajoutée. La valeur ajoutée va prendre une certaine dimension politique. Parce que cette valeur ajoutée va être répartie, va être partagée entre un certain nombre d'acteurs. La valeur ajoutée, eh bien c'est ce qui va devoir permettre de payer le personnel. J'ai donc une masse de salaire, de charges sociales, qui va devoir être couverte. Cette même valeur ajoutée, la partie restante, va devoir être utilisée, pas simplement parce que vos équipements s'usent, et qu'il va bien falloir à un moment ou un autre penser à les changer, les renouveler. Et donc on va avoir besoin de mettre une partie de la valeur ajoutée que l'on a dégagée de côté pour faire face à ces renouvellements. Et puis, peut-être que votre entreprise, justement parce qu'elle a acheté des équipements par le passé, a dû emprunter. S'il y a emprunt, il y a versement d'intérêt à l'organisme bancaire qui vous a prêté de l'argent. Eh bien, c'est bien qu'en créant de la valeur que vous pouvez espérer rembourser votre banquier. Il faut espérer que vous avez encore de la valeur ajoutée pour pouvoir verser l'intérêt à vos créanciers. Et puis, si vous êtes une entreprise qui a utilisé aussi le capital provenant d'associés pour se développer, vos associés ne vous restent fidèles que si vous leur versez du dividende, donc seulement si vous faites apparaître un bénéfice final, un résultat net. Eh bien, il faudra que vous ayez alors assez de valeur ajoutée restante pour pouvoir faire apparaître un bénéfice et verser du dividende à vos associés. Et puis également, qui dit bénéfice dit qu'il y aura imposition de celui-ci. On va verser l'impôt sur le bénéfice à l'État. Voilà, vous avez ici le pourquoi. Cette valeur ajoutée, c'est quelque chose d'important. Ça doit permettre de rémunérer un nombre important de partenaires de l'entreprise. Et vous le voyez, son petit schéma est apparu différents termes sur la partie droite, comme les BIBDA, les BIT, le résultat courant ou résultat net. Eh bien, ça veut dire que là, on va pouvoir continuer notre petite récolte de soldes intermédiaires de gestion, parce que à chaque fois, les soldes qui vont venir seront la partie de la valeur ajoutée restante une fois que l'un des partenaires a vu la charge qu'il représente couverte par de la valeur ajoutée. Je vous remercie de votre attention.